Chaque grand voyage commence par un seul pas. Pour l'humanité, ce n'est pas juste une belle phrase, c'est la vérité. Il y a très longtemps, en Afrique, un de nos ancêtres a fait un choix. Il s'est levé sur deux jambes. Ses mains sont devenues libres. Libres pour porter des choses, pour créer, et finalement, pour conquérir le monde. Ce simple geste a tout changé. Il a lancé notre histoire. C'est l'histoire de ce premier pas. L'histoire du jour où nous avons appris à marcher. Si vous utilisez ces histoires pour vous endormir, c'est fait pour ça. Les récits de notre famille humaine sont les plus puissants de tous. Alors, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Je lis les commentaires et ça me rappelle que nous sommes devenus une grande tribu mondiale. Maintenant, avant notre voyage il y a 3,2 millions d'années, n'oubliez pas de vous abonner. Vous ne voulez pas manquer cette histoire. Pendant 100 ans, on a cru que l'évolution humaine était simple. On pensait que tout commençait avec le cerveau. L'histoire était que nos ancêtres singes avaient d'abord développé un plus gros cerveau. Ensuite, grâce à cette intelligence, ils avaient inventé des outils et appris à marcher debout. C'était une belle histoire. D'abord l'esprit, ensuite le corps. Ça mettait notre intelligence au centre de tout. Mais cette histoire était complètement fausse. La découverte qui a tout changé n'était pas un crâne, mais des os de jambes, trouvés sous le soleil brûlant d'Éthiopie. Nous sommes en 1974. Un jeune paléontologue américain, Donald Johanson, est en mission dans une région désertique d'Éthiopie. Pendant des semaines, son équipe ne trouve que des fossiles sans grand intérêt. Le moral est bas. Le 24 novembre, Johanson décide de retourner inspecter un ravin déjà fouillé. En revenant à sa voiture, son œil est attiré par un os qui sort de la terre. Un bout d'os de bras, puis un morceau de crâne, puis un os de cuisse. Il réalise qu'il ne s'agit pas d'os au hasard. C'est le squelette d'un seul et même ancêtre humain. Pendant 3 semaines, l'équipe déterre 47 os, soit 40% d'un squelette complet. Dans le monde de la paléontologie, c'est comme trouver le Saint Graal. Le soir au camp, en fêtant leur découverte, la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, passe à la radio. Le nom est resté. Le squelette a été surnommé Lucy, et elle allait tout changer. Quand les scientifiques ont analysé les os, ils ont fait face à un grand mystère. Le crâne de Lucy était très primitif, comme celui d'un singe. Son cerveau n'était pas plus grand que celui d'un chimpanzé. Selon l'ancienne théorie, le reste de son corps aurait dû être aussi celui d'un singe. Mais ce n'était pas le cas. Son bassin était court et en forme de bol, comme celui d'un humain, pas long et plat, comme celui d'un singe. L'angle de son fémur, l'os de la cuisse, montrait qu'elle pouvait se tenir en équilibre sur 2 jambes. Son genou était stable. Le squelette de Lucy était une contradiction totale. Elle avait la tête d'un singe, mais le corps de quelqu'un qui marche debout. C'était la preuve. La preuve en fossile que nos ancêtres ont d'abord appris à se tenir debout, bien avant que leur cerveau ne commence à grossir. Le grand bond en avant n'a pas eu lieu dans nos têtes, mais dans nos pieds. Pour comprendre ce que cela signifie, laissons les fossiles et voyageons 3,2 millions d'années en arrière pour rencontrer les gens qui ont vécu cette réalité. Imaginez un monde en plein changement. Les grandes forêts d'Afrique rétrécissent. De nouvelles plaines herbeuses apparaissent. C'est un monde partagé en deux, l'ancien monde des arbres et le nouveau monde du sol. Et dans ce monde vit une créature des 2 mondes, une espèce en pleine évolution. C'est l'Australopithecus afarensis, le peuple de Lucie. Rencontrons l'une d'entre eux, une jeune femelle, forte et curieuse. Appelons-la Acha. Acha et son petit clan sont, à bien des égards, encore des singes. Leur vraie maison, c'est les arbres. On les voit maintenant, se déplaçant avec une grâce parfaite. Leurs longs doigts et orteils sont parfaits pour s'agripper aux branches. Leurs bras puissants leur permettent de se balancer et de grimper facilement. Les arbres sont leur refuge, leur supermarché et leur chambre à coucher. C'est là qu'ils trouvent des fruits, qu'ils sont à l'abri des prédateurs et qu'ils construisent leur nid pour la nuit. Dans les arbres, ils sont les rois. Mais leur monde change. Les zones de forêt dense deviennent plus petites,
séparés par de grandes étendues d'herbe. Pour aller d'un groupe d'arbres à l'autre, ils doivent là faire quelque chose qu'ils détestent. Ils doivent descendre au sol. Et au sol, ils ne sont plus des rois. Ils sont vulnérables. Asha guide sa petite famille, son bébé accroché à sa fourrure, en bas de l'arbre. Dès que leurs pieds touchent le sol, leur posture change. Ils deviennent maladroits. Ils se déplacent courbés, les genoux pliés, leurs longs bras touchant souvent le sol pour garder l'équilibre. Ce n'est pas une façon efficace de se déplacer. Au sol, ils sont exposés. Les hautes herbes de la savane ne sont pas un refuge. Elles cachent les nouveaux et terrifiants prédateurs de ce monde ouvert. Les hyènes géantes, les tigres à dents de sabre. Au sol, Asha et son clan ne sont pas des chasseurs. Ils sont des proies. Le monde d'Asha est une négociation constante entre ces deux réalités. La sécurité des arbres et le danger du sol. Chaque voyage à travers les espaces ouverts est un pari sur la vie ou la mort. Ils se déplacent vite, la tête tournant sans cesse, leurs grands yeux intelligents scrutant l'horizon. L'ancienne vie, une existence paisible dans une forêt sans fin, est terminée. Leur monde rétrécit, les forçant à entrer dans une nouvelle arène dangereuse. Et c'est cette pression même qui sera le catalyseur de la plus grande innovation de l'histoire humaine. Asha ne le sait pas encore, mais les défis de ce nouveau monde ouvert sont sur le point de la forcer à se mettre debout. Le squelette de Lucie a prouvé que nos ancêtres se sont d'abord levés et que leur cerveau n'a grandi que bien plus tard. Mais cette découverte a soulevé une question encore plus grande. Pourquoi ? Pourquoi une espèce parfaitement adaptée à la vie dans les arbres abandonnerait-elle la sécurité des branches pour affronter les dangers du sol ? La réponse ne se trouve pas dans les eaux, mais dans le monde lui-même. C'était un monde en train de se briser. La cause était un changement climatique lent, mais implacable. Pendant des millions d'années, de grandes forces géologiques, comme la formation des montagnes de la vallée du Grand Rift, ont changé la façon dont les vents et les pluies se déplaçaient sur l'Afrique. Lentement, le climat est devenu plus sec. Les vastes et luxuriantes forêts tropicales qui couvraient autrefois le continent ont commencé à reculer. Elles ne disparaissaient pas d'un coup. Elles se fragmentaient. Imaginez une grande feuille de papier verte que l'on déchire lentement. Les grands morceaux de verre se séparent et entre eux apparaissent de plus en plus d'espaces vides. C'est ce qui est arrivé à la forêt africaine. Elle est devenue une mosaïque, un archipel d'îlots de forêts séparés par un océan nouveau et grandissant, la savane. Pour les créatures qui vivaient dans les arbres, leur monde, leur royaume, était en train de s'effondrer. Leur paradis se transformait en une prison d'îles vertes. Pour Asha et son clan, ce changement n'était pas un concept scientifique. C'était une faim constante. Chaque matin, ils se réveillaient dans leur nid, haut dans les arbres, et le premier défi de la journée était de trouver assez de nourriture. Dans le monde de leurs grands-parents, il suffisait de se balancer jusqu'à l'arbre voisin pour trouver des fruits mûrs. Maintenant, c'était différent. L'arbre fruitier le plus proche n'était plus à portée de bras. Il était de l'autre côté d'une clairière, un espace ouvert et terrifiant. Asha a appris cette nouvelle réalité de la manière la plus dure. Elle est maintenant une jeune mère, son bébé s'accrochant fermement à la fourrure de son dos. Son instinct lui crie de trouver les fruits les plus sucrés, les plus riches en énergie, pour elle et son enfant. Elle se souvient d'un grand figuier où sa propre mère l'emmenait. C'était un endroit de fête, un arbre qui offrait toujours ses fruits généreusement. Mais pour l'atteindre maintenant, elle doit quitter la sécurité de son bosquet d'arbres et traverser une centaine de mètres d'herbe haute. Le voyage est une épreuve de nerfs. Le clan descend au sol et le monde change instantanément. Ils sont petits et vulnérables. Les hautes herbes, qui leur arrivent à la taille, ne sont pas un abri. C'est un mur qui cache la mort. Chaque bruissement de feuilles, chaque ombre qui bouge, envoie une vague de panique dans le groupe. Ils se déplacent à quatre pattes, une démarche maladroite et lente, leurs longs bras les aidant à garder l'équilibre. Leurs yeux
conçus pour la vie dans les arbres, scrutent constamment les environs, mais leur vision est limitée par le mur d'herbe. Après ce qui semble une éternité, ils atteignent le figuier, mais le soulagement est de courte durée. L'arbre est presque nu. La sécheresse a rendu ses fruits petits, secs et rares. Asha passe 1 heure à grimper, cherchant désespérément, ne trouvant que quelques figues flétries, à peine assez pour calmer la faim dans son propre ventre. Le garde-manger de son monde était en train de se vider. Le voyage de retour est encore pire. Ils sont maintenant fatigués, et le soleil de l'après-midi est implacable. Le bébé d'Asha, affamé, commence à pleurer. Un son aigu et plaintif qui attire une attention non désirée. Soudain, le mâle dominant du clan pousse un cri d'alarme. Le groupe se fige. Asha suit son regard et son sang se glace. À travers les herbes, elle voit un mouvement, une silhouette basse et puissante. Un Dinophélis, un grand félin à dents de sabre, l'un des prédateurs les plus redoutables de la savane. La panique éclate. Le clan se disperse, courant maladroitement dans toutes les directions, se précipitant vers la sécurité lointaine de leurs arbres. C'est le chaos. Asha, avec le poids de son bébé sur son dos, est plus lente. Elle court, son cœur battant à tout rompre, le son de la respiration rauque du prédateur se rapprochant. Elle peut sentir l'odeur de la bête, une odeur musquée de poussière et de mort. Juste au moment où elle pense que tout est fini, un autre membre du clan, un jeune mâle courageux, se jette entre elle et le prédateur, criant et agitant les bras dans un acte de sacrifice désespéré. Cette diversion lui donne les quelques secondes dont elle a besoin. Elle atteint le premier arbre, se hissant dans les branches inférieures, juste au moment où le félin bondit, ses griffes manquant sa jambe de quelques centimètres. En sécurité dans l'arbre, le clan se regroupe, tremblant de peur. Ils ont survécu, mais un membre est manquant. Le jeune mâle qui a sauvé Asha n'est jamais revenu. Le silence qui s'installe est lourd de chagrin et de la prise de conscience brutale de leur nouvelle réalité. Chaque voyage au sol était maintenant un pari avec la mort. Le monde était en train de leur enseigner une leçon simple et cruelle. S'adapter ou disparaître. Alors qu'Asha est assise dans l'arbre, réconfortant son bébé, son esprit est en ébullition. La vieille façon de faire ne fonctionnait plus. Les stratégies qui avaient tant maintenu son peuple en vie pendant des millions d'années étaient en train de les faire tuer. Il ne pouvait déjà pas rester dans un seul bosquet d'arbres, car il n'y avait pas assez de nourriture. Mais il ne pouvait pas non plus risquer de traverser le sol, car c'était un terrain de chasse mortel. Ils étaient piégés. Elle observe la savane, non plus avec la peur d'une proie, mais avec l'œil analytique d'une survivante. Elle regarde les prédateurs, et elle voit leur avantage. Ils sont faits pour ce monde. Ils sont rapides et efficaces au sol. Et elle regarde son propre peuple, maladroit et lent, des créatures des arbres piégées sur la terre ferme. Elle sait, au plus profond d'elle-même, qu'ils doivent changer. Pas seulement leur stratégie, ils doivent changer leur façon même d'exister. Ils doivent trouver un moyen de conquérir ce nouveau monde dangereux, de le transformer d'un piège mortel en une terre d'opportunités. Le monde d'Asha était en train de changer. La forêt, son paradis, rétrécissait, la forçant à affronter une nouvelle arène dangereuse, la savane. Mais cet nouvel environnement n'était pas seulement un espace vide. C'était le terrain de chasse d'une nouvelle génération de prédateurs terrifiants, des tueurs parfaitement adaptés aux grands espaces. C'était un véritable parcours du combattant, un piège mortel pour toute créature lente et vulnérable. Et pour nos ancêtres, encore maladroits au sol, chaque traversée était un pari avec la mort. Les scientifiques ont reconstitué la liste des prédateurs de cette époque, et elle est effrayante. Ce n'étaient pas seulement des lions et des léopards, c'était une mégafaune de carnivores. Il y avait des félins à dents de sabre, comme le Dinophélie, des tueurs de la taille d'un jaguar, experts en embuscade. Plus terrifiante encore, il y avait la hyène géante, Pachyrhocutta, un monstre de la taille d'une lionne avec des mâchoires si puissantes qu'elle pouvait broyer les os d'un éléphant.
Ces prédateurs ne chassaient pas dans les forêts denses. Ils étaient les maîtres des plaines ouvertes, où leur vitesse et leur endurance étaient un désavantage. Pour une créature comme Asha, dont le corps était encore un compromis, parfaitement agile dans les arbres mais lente et maladroite au sol, la savane était le pire endroit possible. Se déplacer à quatre pattes, le corps courbé, la tête baissée, signifiait qu'elle ne pouvait pas voir par-dessus les hautes herbes. C'était une invitation au désastre. La vieille façon de se déplacer, la méthode qui avait fonctionné pendant des millions d'années dans la sécurité de la forêt, était devenue une faiblesse fatale. La pression pour trouver une nouvelle solution, une nouvelle façon de se déplacer, était en train de devenir une question de vie ou de mort. Retournons à Asha et à son clan. Ils ont survécu à l'attaque du Dinophélis, mais ils ont payé un lourd tribut. La perte d'un membre du clan a laissé une cicatrice profonde sur leur petite communauté. La peur est maintenant leur compagne de tous les instants. Mais la faim est une force encore plus puissante. Le bosquet d'arbres, où ils se sont réfugiés, est presque vide de nourriture. Ils peuvent te voir, au loin, à travers la mer d'herbe, un autre îlot de forêt, plus grand, plus sombre, prometteur. Mais pour l'atteindre, ils doivent traverser la plus grande étendue de savane qu'ils aient jamais vue. Un voyage d'une demi-journée, sans aucun arbre pour se cacher. Les anciens du clan sont terrifiés. Ils refusent. Les histoires des ancêtres disent de ne jamais quitter la sécurité des arbres. Mais la faim est un argument plus fort que n'importe quelle tradition. Leurs ventres sont vides. Les enfants pleurent. La décision est prise, non par courage, mais par pur désespoir. Ils vont tenter la traversée. Le voyage commence aux premières lueurs de l'aube, le moment le plus frais de la journée, où les grands prédateurs sont souvent moins actifs. Le clan descend des arbres, et le sentiment de vulnérabilité est immédiat. Ils se déplacent en groupe serré, un petit îlot de peur dans un océan d'herbe. Asha tient son bébé fermement contre sa poitrine, son autre main touchant souvent le sol pour garder l'équilibre. Chaque bruissement dans le vent, chaque oiseau qui s'envole soudainement, les fait sursauter. Le soleil se lève, et la savane, qui semblait si paisible à l'aube, devient une fournaise. Ils ne sont pas faits pour ce monde. Leur corps poilu surchauffe rapidement. Ils doivent s'arrêter souvent, cherchant l'ombre rare d'un rocher solitaire. Ils sont lents, maladroits. Leur progression est une agonie. Asha regarde constamment autour d'elle. Elle essaie de se soulever un peu, de se tenir plus droite pour voir par-dessus les herbes. Mais c'est inconfortable. Et cela la déséquilibre. Elle retombe rapidement sur ses quatre membres. C'est alors qu'ils les entendent. Un son qui glace le sang. Une série de gloussements et de rires étranges. Un son qui n'appartient à aucune proie. C'est la hyène géante. Et ce n'est pas un seul animal. C'est une meute. La panique s'empare du clan. Ils se figent, leurs yeux cherchant désespérément la source du son. Puis, ils les voient. Des silhouettes tachetées émergeant des herbes de tous les côtés. La meute les a encerclés. C'était un piège. Les hyènes ne sont pas pressées. Elles savent que leurs proies sont lentes et maladroites. Elles commencent à resserrer le cercle, lentement, avec une intelligence prédatrice terrifiante. Le chef du clan, un grand mâle nommé Oran, pousse un cri de rage et de peur. C'est le signal. La seule chance est de courir vers les arbres lointains qu'ils peuvent à peine voir à l'horizon. C'est une fuite désespérée. Le clan se brise, chacun courant pour sa vie. La course est un cauchemar. Leurs corps ne sont pas faits pour la vitesse au sol. Leurs mouvements sont une combinaison inefficace de course sur deux jambes et de soutien sur les bras. Ils trébuchent, ils tombent. Les hyènes sont sur eux en un instant. Leur vitesse et leur endurance sont supérieures. La chasse n'est pas une course. C'est un massacre. Un ancien, trop lent, est le premier à tomber. Il pousse un cri terrible qui est rapidement étouffé. Asha court, son bébé pleurant de terreur sur son dos. Le poids supplémentaire la ralentit. Elle peut entendre la respiration haletante d'une hyène juste derrière elle.
Elle peut sentir son odeur, une odeur chaude et musquée de sang et de poussière. Elle sait qu'elle ne va pas y arriver. Dans un dernier effort, elle risque un regard en arrière. La hyène est là, ses mâchoires puissantes prêtes à se refermer sur sa jambe. Elle ferme les yeux, attendant la fin. Mais à ce moment, Oran, le chef, fait quelque chose d'extraordinaire. Il s'arrête. Il se retourne et fait face à la meute qui charge. Il pousse un rugissement de défi, attrape une grosse pierre et la lance de toutes ses forces. La pierre frappe l'une des hyènes à la tête, la faisant reculer en jappant. Ce n'est qu'une distraction, un acte suicidaire. Mais cela donne à Asha les quelques secondes dont elle a besoin. Elle ne regarde pas en arrière. Elle court, la vision d'Oran faisant face à la mort gravée dans son esprit. Elle court comme elle n'a jamais couru. Elle peut voir les arbres maintenant, si proches et pourtant si loin. Elle sent la douleur dans ses poumons, le feu dans ses muscles. Finalement, avec un dernier souffle, elle atteint le premier arbre et grimpe, se hissant dans les branches en sécurité. Un par un, les quelques survivants du clan la rejoignent dans la canopée. Ils sont moins de la moitié de ceux qui ont commencé la journée. Ils sont en sécurité, mais ils sont vaincus. En bas, les hyènes dévorent à leur mort. Le son est terrible. Alors qu'Asha est assise dans l'arbre, son corps tremblant, son bébé blotti contre elle, elle regarde la savane. Elle regarde les corps de sa famille. Elle regarde l'herbe haute qui a caché le danger. Et elle regarde la distance infinie jusqu'au prochain îlot d'arbres. Une prise de conscience froide et dure s'installe en elle. Ce n'est pas une façon de vivre, c'est une façon de mourir. Le sol est un lieu de mort. La vieille façon de faire est une condamnation à mort. Une nouvelle façon de faire n'est pas seulement une option, c'est la seule option. Ils ont besoin d'une nouvelle façon de se déplacer, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de survivre. Et la réponse, sans qu'elle le sache encore, était cachée dans la douleur de son propre corps fatigué, dans la promesse de se tenir debout. La savane avait donné sa leçon brutale. La vieille façon de faire, le déplacement maladroit à quatre pattes, était une condamnation à mort. Pour Asha et les quelques survivants de son clan, le message était clair, s'adapter ou disparaître. Mais comment ? Comment une créature construite pour les arbres pouvait-elle espérer survivre dans ce monde ouvert et dangereux ? La réponse n'est pas venue d'une nouvelle arme ou d'une nouvelle stratégie de groupe. Elle est venue d'une révolution silencieuse, d'un changement dans la façon même dont ils interagissaient avec le monde. Elle est venue d'un simple acte. Se lever. Les os de Lucie découverts en Éthiopie sont les preuves de ce crime. Il nous raconte l'histoire d'une créature en pleine transition. Son crâne et ses bras étaient encore ceux d'un grimpeur, d'un singe. Mais son bassin, ses genoux et ses chevilles racontaient une histoire complètement différente. Le bassin de Lucie n'était pas long et plat, comme celui d'un chimpanzé. Il était court et large, en forme de bol, presque exactement comme le vôtre. Cette forme est cruciale. C'est elle qui permet de supporter le poids du haut du corps et de maintenir l'équilibre en se tenant sur deux jambes. Son genou aussi était celui d'un marcheur. L'os de sa cuisse, le fémur, était incliné vers l'intérieur, exactement comme le nôtre. Cet angle, appelé l'angle valgus, permet à nos genoux de se placer sous notre centre de gravité, nous donnant la stabilité nécessaire pour marcher sans nous balancer de côté comme un pingouin. Enfin, sa cheville était plus stable et moins flexible que celle d'un singe, conçue pour pousser sur le sol, pas pour s'agripper aux branches. Les os ne mentent pas. Lucie, et par extension Asha, n'était pas seulement capable de se tenir debout. Son corps était activement et magnifiquement adapté à la marche bipède. La question n'était donc plus de savoir si elles pouvaient marcher, mais pourquoi elles ont commencé à le faire. Pour trouver cette réponse, il faut retourner à la lutte désespérée d'Asha. Retournons dans la savane. Le clan d'Asha est brisé. Ils sont retournés dans la sécurité de leur petit bosquet d'arbres, mais le traumatisme de l'attaque est partout.
Le silence est lourd de la perte de ceux qui ne sont pas revenus. La faim, cependant, est une douleur plus immédiate. Les quelques arbres de leur refuge sont maintenant complètement vides de fruits. Ils doivent retourner au sol, retourner dans le monde qui a tué leur famille. Cette fois, la peur change leur comportement. Ils ne s'aventurent plus loin. Ils restent près de la lisière de la forêt, faisant des incursions rapides et terrifiées pour arracher quelques racines ou trouver quelques insectes, avant de se précipiter à nouveau vers la sécurité des branches. C'est une façon de survivre, mais à peine. Un jour, Asha, poussée par les pleurs de son bébé affamé, s'aventure un peu plus loin que les autres. Elle trouve une aubaine, un grand buisson, miraculeusement chargé de baies riches et sucrées. C'est plus de nourriture qu'elle n'en a vue en un seul endroit depuis des semaines. Mais c'est un problème. Les baies sont trop nombreuses pour être mangées sur place, où elle est exposée. Elle doit les ramener à l'abri, pour elle et pour son enfant. Mais comment? Elle essaie la vieille méthode. Elle remplit sa bouche de baies. Elle en prend une poignée dans sa main gauche. Mais pour retourner à l'arbre, elle a besoin de ses deux mains pour l'équilibre et la vitesse sur le sol. Elle essaie de se déplacer, en boitillant maladroitement, une main pleine, l'autre au sol. C'est lent, c'est dangereux. Elle laisse tomber la moitié des baies. La frustration et le désespoir la submergent. Elle regarde les baies tomber, puis son bébé qui attend dans l'arbre. Il doit y avoir un autre moyen. Et c'est là que ça se passe. Ce n'est pas une décision consciente. Ce n'est pas un moment de génie. C'est un acte de pur instinct, né du besoin désespéré d'une mère. Elle se baisse à nouveau. Mais au lieu d'en prendre juste une poignée, elle utilise une grande feuille pour rassembler une pile encore plus grande de baies. Elle la tient à deux mains. Maintenant, elle est coincée. Elle ne peut pas bouger sans tout laisser tomber. Elle regarde la courte distance jusqu'à l'arbre. Elle regarde le paquet de nourriture dans ses mains. Puis, elle le fait. Poussant sur ses jambes puissantes, elle se lève, lentement, de manière instable. Son corps n'est pas habitué à cela. Les muscles de son dos et de ses jambes crient. Elle se balance, ses bras s'écartant pour trouver l'équilibre. C'est une posture étrange, maladroite, mais quelque chose de révolutionnaire vient de se produire. Ses deux mains sont maintenant pleines de nourriture et elle est debout. Elle fait un pas. C'est un pas court, hésitant, son corps entier tremblant sous l'effort. Puis un autre. Elle marche. Ce n'est pas la démarche gracieuse et efficace d'un humain moderne. C'est une démarche de débutant, les genoux pliés, le corps se balançant d'un côté à l'autre. Mais elle avance, sur deux jambes, ses mains libérées. Pour la première fois de sa vie, son visage n'est pas tourné vers le sol. Sa tête est haute. Elle peut voir par-dessus les herbes. Elle peut voir tout le chemin jusqu'à son arbre. Le monde a changé. Il est passé d'un tunnel effrayant d'herbe à un paysage ouvert et visible. C'est une révélation. Elle atteint la base de l'arbre, s'effondrant presque de soulagement et d'épuisement. Elle a réussi. Elle a ramené plus de nourriture en un seul voyage qu'elle n'aurait jamais pu le faire auparavant. Et elle l'a fait en toute sécurité. Les autres membres du clan, qui l'observaient depuis les branches, la regardent avec un étonnement silencieux. Ils ne comprennent pas ce qu'ils viennent de voir, mais ils voient le résultat. Ils voient la pile de baies. Ils voient le succès là où il y avait avant de l'échec. Cet acte, si petit et si maladroit soit-il, était la plus grande avancée de l'histoire humaine. Ce n'était pas une question de vitesse. Un chimpanzé qui charge à quatre pattes est bien plus rapide. Ce n'était pas une question de force. C'était une question d'efficacité. Marcher debout, même maladroitement, a libéré la ressource la plus précieuse que nos ancêtres possédaient, leurs mains. Des mains libres pour porter de la nourriture, des mains libres pour porter des nourrissons, permettant aux mères de se déplacer plus facilement et plus rapidement. Des mains libres pour porter des bâtons et des pierres, pour se défendre. Ce simple changement de posture a transformé une proie maladroite en une créature capable de penser, de planifier
et de manipuler son environnement d'une manière entièrement nouvelle. Asha ne le savait pas. Pour elle, c'était juste un moyen de rapporter plus de baies pour son bébé. Mais ce jour-là, dans la savane africaine, elle n'a pas seulement fait quelques pas. Elle a fait le premier pas sur un voyage de 3 millions d'années. Un voyage qui allait transformer son corps, son esprit et finalement le monde entier. Le jour où nous avons appris à marcher a été le jour où nous avons commencé notre long chemin pour devenir humains. Ce premier pas maladroit, cet acte de désespoir d'une mère pour nourrir son enfant, a été le début d'une révolution. Mais pourquoi cette nouvelle façon de se déplacer, si instable au début, a-t-elle été un tel succès? Pourquoi la sélection naturelle a-t-elle favorisé cette posture étrange et fragile? La réponse est que la marche sur deux jambes a offert à nos ancêtres deux avantages immédiats et incroyablement puissants dans le nouveau monde dangereux de la savane. Le premier avantage était une nouvelle façon de voir le monde. Le second était une nouvelle façon de s'y déplacer plus efficacement. Commençons par la vision. Pour une petite créature vivant dans une mer d'herbe haute, la vie à quatre pattes est une vie vécue dans un tunnel vert. La vision est limitée à quelques mètres. Chaque pas est un pari, chaque bruissement une menace potentielle qui ne peut être vue qu'au dernier moment. C'est une vie de réaction constante, pas d'anticipation. Se tenir debout a changé cela. C'était l'invention du périscope. En se dressant, même pour quelques instants, nos ancêtres pouvaient sortir leur tête de la mer d'herbe. Pour la première fois, ils pouvaient y voir au loin. Ils pouvaient te voir le troupeau d'antilopes qui broutait à 1 kilomètre de là. Ils pouvaient aller voir l'arbre fruitier solitaire à l'horizon. Et surtout, ils pouvaient en voir le danger avant que le danger ne les voie. Ils pouvaient repérer le prédateur qui se cachait, qui rampait, bien avant qu'il ne soit à portée de charge. La bipédie a transformé nos ancêtres de victimes aveugles en sentinelles vigilantes. Le deuxième avantage était l'énergie. Cela peut sembler contre-intuitif. La démarche d'achat était maladroite et demandait beaucoup d'efforts. Mais sur de longues distances, la marche bipède est incroyablement efficace. Le corps d'un Australopithecus était un compromis. Il n'était plus parfaitement adapté pour se déplacer à quatre pattes comme un singe, mais il n'était pas encore parfaitement adapté pour marcher comme un humain. Se déplacer sur de longues distances à quatre pattes était lent et coûtait une énorme quantité de calories. Marcher debout, une fois la technique maîtrisée, permettait d'économiser une énergie précieuse. Dans un monde où la nourriture était rare et dispersée sur de vastes territoires, chaque calorie économisée était une victoire. La marche bipède a transformé nos ancêtres en machines à voyager économes en carburant. Ils pouvaient parcourir de plus grandes distances, explorer de nouveaux territoires et trouver de la nourriture que leurs concurrents ne pouvaient pas atteindre. Mais pour Asha, ces avantages n'étaient pas des théories. C'étaient de nouvelles armes dans la guerre quotidienne pour la survie, et elle allait apprendre à les utiliser. Retournons au clan. Ils sont de nouveau affamés. Le traumatisme de la dernière attaque les a rendus encore plus prudents, mais la faim les pousse à nouveau hors de la sécurité de leurs arbres. Ils descendent au sol, un petit groupe de survivants terrifiés. La peur est une odeur qu'ils peuvent presque goûter dans l'air sec de la savane. Mais cette fois, quelque chose a changé dans l'esprit d'Asha. Le souvenir de sa brève marche debout, le souvenir de la nourriture qu'elle a rapportée, et surtout, le souvenir de cette vue panoramique est gravé dans sa mémoire. Alors que le clan avance, courbé et craintif, Asha s'arrête. Au lieu de simplement scanner les environs immédiats, elle fait quelque chose de délibéré. Elle se lève, les autres s'arrêtent et la regardent, surpris et confus. C'est un comportement étrange. Mais pour Asha, c'est une stratégie. Elle se tient sur deux jambes, son corps encore instable, mais ses yeux sont vifs et alertes. Le monde change. Au lieu d'un mur d'herbe, elle voit un paysage. Elle voit la topographie, la forme de la terre. Elle peut voir où se trouvent les zones de danger potentiels et où se trouvent les voies d'évasion possibles. C'est un avantage informationnel immense. Elle pousse un petit cri pour attirer l'attention du clan et pointe du doigt une direction.
Elle a repéré un petit bosquet d'arbres, à une courte distance, un refuge potentiel qu'il n'aurait pas pu voir depuis le sol. Le clan, hésitant, la suit. Elle marche, alternant entre des périodes de marche bipède pour voir loin et des retours à quatre pattes pour se déplacer plus vite sur de courtes distances. Elle est devenue le poste de guet mobile de son clan. Puis, le moment de vérité. Alors qu'elle est debout, scrutant l'horizon, elle se fige. Son corps devient rigide. Elle a vu quelque chose. Ce n'est pas un mouvement rapide. C'est un éclat de couleur qui ne correspond pas, un motif tacheté qui se fond presque parfaitement avec l'herbe sèche. C'est un Dinophélis. Il ne charge pas. Il est à l'affût, rampant lentement, utilisant le vent pour cacher son odeur. Il est en mode chasse. Il les a repérés, mais il ne sait pas qu'il a été repéré. Dans l'ancien temps, le premier signe de danger aurait été le cri de la victime. Mais Asha a changé les règles du jeu. Elle pousse un cri. Mais ce n'est pas le cri de panique qu'elle a poussé lors de la dernière attaque. C'est un cri différent, un son sec et fort, un avertissement délibéré. Elle ne fait pas que crier « Danger !» Elle pointe du doigt, indiquant la direction exacte de la menace. Le prédateur, réalisant que son embuscade est découverte, est déconcerté. L'élément de surprise, son arme la plus importante, a disparu. Le clan, alerté, ne se disperse pas dans la panique. Il se regroupe, les plus forts se plaçant à l'extérieur, formant un cercle défensif autour des mères et des enfants. Ils crient, ils agitent des branches, ils font du bruit. Ils présentent un front uni et intimidant. Le Dinophélis, face à un groupe organisé et alerte plutôt qu'à une proie isolée et paniquée, hésite. La chasse est devenue trop risquée, trop coûteuse en énergie. Après un long moment de face-à-face tendu, le grand félin se détourne et disparaît dans les herbes. Ils ont gagné, et ils ont gagné sans combat. Ils ont gagné avec l'information. Ils ont gagné parce qu'Asha s'est levé. Ce jour-là, dans la savane, le clan a appris une leçon qui allait changer son destin. La capacité de se tenir debout n'était pas seulement une nouvelle façon de se déplacer. C'était une nouvelle façon de penser. C'était une arme. Cet événement, et des milliers d'autres comme lui, est la sélection naturelle en action. Les individus comme Asha, qui étaient physiquement mieux adaptés à la marche bipède et qui étaient assez intelligents pour utiliser ces avantages, ont survécu plus souvent. Ils ont eu plus d'enfants, et ces enfants ont hérité des mêmes traits. Lentement, sur des centaines de générations, la bipédie est passée d'un comportement d'urgence à la norme. Se tenir debout a changé leur relation avec le monde. Ils n'étaient pas plus seulement des créatures qui subissaient de leur environnement. Ils devenaient des observateurs actifs, des planificateurs, des stratèges. Ils étaient en train de faire le premier pas sur un chemin qui allait les mener loin des peurs de la savane, vers un nouveau type de conscience. Et la preuve la plus poétique et la plus fantomatique de ce grand voyage n'allait pas être trouvée dans des eaux, mais dans des empreintes de pas, laissées dans la cendre d'un volcan, il y a 3,6 millions d'années. Se tenir debout a changé la relation d'Asha avec le monde. Ce n'était plus seulement une créature qui subissait son environnement, elle devenait une observatrice active, une stratège. C'était une arme. Mais pendant un siècle, l'histoire d'Asha, l'histoire de Lucie, n'était racontée que par des os. Les os peuvent nous parler de potentiel, de la capacité à marcher. Mais ils ne peuvent pas nous montrer l'acte lui-même. Ils ne peuvent pas nous montrer un moment de vie. Pour cela, les scientifiques avaient besoin d'un miracle. Ils avaient besoin de trouver non pas les restes d'un ancêtre, mais le fantôme de ses pas. Et en 1976, dans les plaines de Tanzanie, ils ont trouvé exactement cela. L'histoire de cette découverte incroyable nous emmène à l'Étoli, un site balayé par le vent, à l'ombre du volcan Sadiman. C'est ici que travaillait l'une des plus grandes chasseuses de fossiles de l'histoire, Mary Leakey. Son équipe fouillait la région depuis des années, trouvant des os d'animaux anciens. Un après-midi, pour se détendre après une dure journée de travail, 2 membres de l'équipe se sont lancés dans une bataille de bousses d'éléphants séchés. En esquivant un projectile, l'un d'eux est tombé.
En se relevant, il a remarqué quelque chose d'étrange dans la roche durcie. Des empreintes d'animaux, figées dans la pierre. C'était une découverte intéressante. L'équipe a commencé à nettoyer la zone, révélant des milliers d'empreintes d'animaux anciens, des éléphants, des girafes, des antilopes. C'était comme une photographie instantanée d'un jour ordinaire, il y a des millions d'années. Mais Mary Leakey a remarqué une piste qui ne ressemblait à aucune autre. C'était une série d'empreintes qui n'appartenaient à aucun animal connu. Ce n'étaient pas les sabots d'une antilope ou les pattes larges d'un éléphant. L'animal qui avait fait ces traces avait un talon, une voûte plantaire et un gros orteil aligné avec les autres. Leakey a immédiatement su ce qu'elle regardait. C'était la piste d'un hominidé, d'un ancêtre humain. Ce qu'elle avait trouvé allait devenir l'un des fossiles les plus importants et les plus émouvants jamais découverts. Ce n'était pas un os, c'était un comportement fossilisé, un moment de vie figé dans la pierre pour 3,6 millions d'années. Datant de plusieurs centaines de milliers d'années avant Lucie, ces empreintes étaient la preuve irréfutable que nos ancêtres marchaient debout bien avant que leur cerveau ne commence à grandir. La piste raconte une histoire incroyablement humaine. Il y a 2 séries d'empreintes, côte à côte. Celle d'un individu plus grand et celle d'un individu plus petit. Pendant des années, les scientifiques ont débattu de la signification. Était-ce un mâle et une femelle marchant ensemble, ou peut-être un adulte et un adolescent? La démarche est indubitablement humaine. Le talon frappe le sol en premier, puis le poids roule le long de la voûte plantaire, et enfin, une poussée finale avec le gros orteil. C'est exactement comme vous marchez. Comment un miracle pareil a-t-il pu être préservé? La science nous raconte une histoire d'un timing parfait. Le volcan Sadiman, au loin, est entré en éruption, recouvrant le paysage d'une fine couche de cendres. Puis, une pluie légère est tombée, transformant la cendre en une pâte molle, comme du ciment humide. C'est à ce moment précis que nos ancêtres ont traversé ce paysage. Le soleil est ensuite sorti, cuisant et durcissant leurs empreintes comme de la poterie. Et enfin, une autre fine couche de cendre est tombée, enterrant et protégeant ce moment pour l'éternité. Pour comprendre ce que ces empreintes nous racontent vraiment, au-delà de la science de la locomotion, nous devons retourner à Asha. Pour elle, un volcan en éruption n'était pas un événement géologique. C'était un événement terrifiant qui changeait son monde. Imaginons la scène. Un volcan lointain, à l'horizon, a craché sa fumée dans le ciel pendant des jours. Une fine cendre grise recouvre maintenant le paysage, transformant le vert de la savane en un gris fantomatique. L'air est lourd, difficile à respirer. Le clan d'Asha est nerveux. Les animaux sont partis. Une pluie légère commence à tomber, transformant la cendre en une boue collante et étrange. Asha et son partenaire, Bor, doivent pas se déplacer. La source d'eau la plus proche a été contaminée par la cendre, et ils doivent en trouver une autre. Ils descendent des arbres, emmenant avec eux leur jeune enfant. Le sol est différent de tout ce qu'ils ont jamais connu. Ce n'est pas de la boue normale. C'est une pâte épaisse qui colle à leurs pieds et à leurs mains. Se déplacer à 4 pattes est presque impossible. La boue s'accumule sur leurs mains, les rendant lourdes et inutiles. Instinctivement, pour garder leurs mains propres et libres, Asha et Bor font la seule chose possible. Ils se lèvent et marchent. Leur démarche est encore un peu maladroite, mais elle est devenue plus familière, plus naturelle. Ils marchent côte à côte à travers ce paysage gris et silencieux. C'est une scène étrangement intime. 2 de nos plus anciens ancêtres, marchant ensemble, unis contre un monde hostile. Leur jeune enfant, trop petit pour marcher sur une longue distance, est porté. Mais à un moment, il se tortille pour descendre. Fasciné par les empreintes profondes que ses parents laissent dans la cendre humide, il essaie de marcher dans les pas de son père, ses petits pieds disparaissant dans les grandes marques. C'est un moment de jeu, un moment de pure humanité, au milieu d'un monde post-apocalyptique. Il marche,
Ce n'est pas une course effrénée pour échapper à un prédateur. C'est une marche délibérée, une traversée. Ils ne le savent pas, mais leur simple acte de marcher ensemble, en famille, est en train d'être enregistré pour toujours. Quand ils atteignent enfin une nouvelle source d'eau, le soleil sort. La chaleur intense cuit la cendre, la transformant en une croûte dure. Une autre légère chute de cendre, comme une fine couche de poussière, recouvre leurs traces, les cachant au monde. Le moment est scellé. Les pas qu'Acha et sa famille ont laissés ce jour-là sont les fantômes des empreintes de l'Étoli. Ces empreintes sont la preuve la plus poétique de notre passé. Elles nous disent que nos ancêtres ne se contentaient pas de survivre en tant qu'individus. Ils vivaient en société. Ils se déplaçaient en groupe. Ils prenaient soin les uns des autres. Ce ne sont pas seulement les pas d'individus. Ce sont les pas d'une famille. Les empreintes de l'Étoli ont résolu le mystère de quand et comment nous avons commencé à marcher. Mais en prouvant que la bipédie est devenue en premier, elles ont ouvert une nouvelle question, encore plus profonde. Si nos ancêtres marchaient déjà comme nous il y a 3,6 millions d'années, mais que leur cerveau était encore petit, alors à quoi leurs mains servaient-elles, maintenant qu'elles étaient libres? Leurs pieds les portaient vers l'avenir. Mais la véritable révolution, celle qui allait nous définir, se passait dans leurs mains maintenant libres. Les empreintes fantomatiques de l'Étoli ont prouvé que nos ancêtres marchaient debout bien plus tôt que ce que l'on imaginait. La bipédie était la première, et non la dernière, des grandes adaptations humaines. Elle leur a donné une nouvelle façon de voir le monde, et une manière plus efficace de s'y déplacer. Mais la conséquence la plus profonde, la plus révolutionnaire de toutes, n'était pas dans leurs pieds, c'était dans leurs mains. Tant qu'un animal a besoin de ses 4 membres pour marcher, ses mains sont des prisonnières de la locomotion. Elles sont des pattes, des sabots, des pieds. Elles servent à supporter le poids et à se déplacer. Mais en se levant, nos ancêtres ont libéré leurs mains de cette tâche. Pour la première fois dans l'histoire de notre lignée, les mains étaient libres, libres de faire autre chose. Et cela a tout changé. Au début, comme nous l'avons vu avec Acha, cet avantage était simple. Porter des choses. Porter de la nourriture sur de plus longues distances. Porter un bébé tout en se déplaçant, ce qui est beaucoup plus sûr et plus efficace que de le laisser s'accrocher à la fourrure du dos. C'était déjà une avancée énorme, mais le véritable potentiel des mains libres était bien plus grand. Les mains sont les outils ultimes de la nature pour manipuler le monde. Elles peuvent saisir, tenir, tourner, lancer, frapper. Et une fois qu'elles n'étaient plus nécessaires pour la marche, elles sont devenues une toile vierge pour l'innovation. Les mains d'Acha n'étaient pas encore les mains habiles d'un humain moderne. Elles étaient encore un compromis, avec des doigts longs et incurvés, utiles pour grimper aux arbres en cas de besoin. Mais elles avaient un pouce opposable. Elles pouvaient saisir. Et un cerveau de plus en plus intelligent commençait à se demander « Que puis-je faire avec ça ?» L'histoire de la façon dont nous avons répondu à cette question est l'histoire de la technologie, de l'art et de la civilisation. Et tout a commencé par un simple acte de défense. Retournons à Acha. Des années ont passé depuis que son clan a appris à utiliser la bipédie comme un système d'alerte. La vie est un peu plus sûre, mais le danger n'est jamais loin. Le clan a établi un camp de base près d'un petit bosquet d'arbres qui borde une rivière. C'est un bon endroit, avec de l'eau et une voie d'évasion. Un après-midi chaud, Acha est assise à l'ombre d'un acacia, son jeune fils jouant près d'elle. Le reste du clan est parti chercher de la nourriture. C'est un moment de paix rare. Le petit garçon, curieux comme tous les jeunes, s'éloigne un peu, poursuivant un lézard coloré dans les herbes hautes. Acha le surveille d'un œil distrait. Soudain, elle entend un son qui lui glace le sang. Un grognement bas et menaçant. Elle se lève d'un bond. Dans les herbes, à quelques mètres seulement de son fils, se trouve un prédateur. Ce n'est pas un grand félin à dents de sabre. C'est quelque chose de plus petit, un chasse-ma-portette, une sorte de hyène guépard, un chasseur rapide et opportuniste connu pour s'attaquer aux proies jeunes et isolées. L'animal est accroupi, ses muscles tendus, prêt à bondir sur l'enfant qui s'est figé de terreur. Le cœur d'Acha explose de panique. Ses instincts
lui crie de faire deux choses. L'instinct du singe lui crie de grimper à l'arbre le plus proche. Mais son enfant est trop loin. L'instinct de la proie lui crie de pousser un cri d'alarme pour appeler le clan à l'aide. Mais ils sont trop loin. Ils n'arriveront pas à temps. Elle est seule. Et c'est là que quelque chose de nouveau se produit. Un troisième instinct, un instinct de mère, plus puissant que la peur, prend le dessus. Elle ne fuit pas, elle charge. Elle court vers le prédateur, sur ses deux jambes, criant et agitant les bras pour paraître plus grande et plus menaçante. L'animal, surpris par cette confrontation inattendue, recule d'un pas, mais il ne s'enfuit pas. Il sait qu'elle n'est pas une menace physique. Elle n'a ni griffes, ni crocs. Asha est maintenant entre le prédateur et son fils. Elle continue de crier, mais l'animal commence à comprendre le bluff. Il grogne à nouveau, montrant ses dents, se préparant à contourner cette mer bruyante pour atteindre sa proie facile. Asha sait qu'elle a besoin de plus qu'un simple cri. Elle a besoin d'une arme. Son regard balaie frénétiquement le sol autour d'elle, des bâtons, de la terre et des pierres. Son regard se fixe sur une pierre de la taille de sa main, une pierre de rivière au bord anguleux, brisée par le courant il y a longtemps. Sans réfléchir, elle se baisse, la saisit. L'acte est naturel, presque inconscient. Ses mains, libérées par sa posture bipède, sont disponibles. Elle se redresse, la pierre lourde et solide dans sa main. La sensation change tout. Elle n'est plus seulement une mère effrayée, elle est armée. La pierre est devenue une extension de son corps, un croc et une griffe qu'elle n'a jamais eue. Elle brandit la pierre vers la hyène et pousse un cri différent cette fois, un cri plus profond, plus menaçant. Le prédateur s'arrête. Il est confus. Ce comportement est nouveau. Il n'a jamais vu une proie faire cela. Il associe les pierres et les bâtons lancés à la menace. Mais ceci est différent. Elle ne la lance pas. Elle la tient. Elle a changé les règles. Asha fait un pas en avant, brandissant la pierre. Le prédateur, face à cette incertitude, face à cette créature qui agit d'une manière totalement imprévisible, prend une décision. Le risque est trop grand. La proie facile ne l'est plus. Avec un dernier grognement de frustration, il se détourne et disparaît dans les herbes hautes. Le silence revient. Asha reste là pendant un long moment, son corps tremblant, la pierre toujours serrée dans sa main. Elle regarde son fils, qui court se blottir contre ses jambes. Elle a gagné. Elle a sauvé son enfant. Puis, elle regarde la pierre dans sa main. Elle la retourne. Elle sent son poids, ses bords tranchants. Ce n'est plus juste une pierre. C'est une idée. C'est un pouvoir. C'est une arme. C'est un outil. Cet acte, ce moment d'innovation né du désespoir, était plus qu'un moment de bravoure. C'était une étincelle. C'était le début d'une relation entre l'esprit de nos ancêtres et le monde matériel qui allait définir l'avenir de notre espèce. Les mains libres n'étaient pas seulement utiles pour porter des choses, elles étaient utiles pour utiliser des choses. À partir de ce jour, Asha n'a plus jamais regardé une pierre de la même manière. Elle a commencé à remarquer les pierres aux bords tranchants, à les ramasser, à les garder. Elle a appris qu'elle pouvait utiliser un bord pour gratter la peau d'un petit animal, ou une pointe pour creuser plus efficacement des racines. Elle n'était pas encore en train de fabriquer des outils. Elle était en train de trouver des outils. C'était la première étape. Ce nouveau comportement a créé une boucle de rétroaction évolutive. Utiliser un outil demande un cerveau plus intelligent pour comprendre les causes et les effets. Et un cerveau plus intelligent trouve de nouvelles et de meilleures façons d'utiliser les outils. La bipédie a libéré les mains. Les mains libres ont permis l'utilisation d'outils. Et l'utilisation d'outils a exercé une pression sélective pour un cerveau plus gros et plus complexe. Le chemin vers Homo habilis, l'homme habile, le premier vrai fabricant d'outils, était maintenant ouvert. Le premier pas maladroit d'Asha était la clé qui a ouvert la première porte. Et derrière cette porte se trouvait une autre porte. Le don des mains libres était le don qui n'arrêtait pas de donner.
menant à une cascade d'innovations qui allait finalement nous donner le pouvoir de façonner la planète elle-même. Mais ce pouvoir avait un prix, car l'évolution n'est jamais gratuite. C'est toujours un compromis. Et la bipédie, malgré tous ses avantages incroyables, est venue avec son propre ensemble de problèmes douloureux. La bipédie a changé le destin de nos ancêtres. Le don des mains libres était le don qui n'arrêtait pas de donner, menant à une cascade d'innovations qui allait finalement nous donner le pouvoir de façonner la planète elle-même. Mais l'évolution n'est jamais gratuite. C'est toujours un compromis. Pour chaque nouvel avantage gagné, un ancien avantage est souvent perdu. Et la bipédie, malgré tous ses bénéfices incroyables, est venue avec son propre ensemble de problèmes douloureux, des faiblesses structurelles que nous portons encore dans notre corps aujourd'hui. Le premier problème est notre colonne vertébrale. La colonne vertébrale d'un animal à 4 pattes, comme un chimpanzé, est comme un simple arc ou un pont suspendu, conçu pour supporter le poids par le dessous. C'est une structure solide et stable. Mais quand nos ancêtres se sont levés, ils ont pris ce pont et l'ont mis à la verticale. Pour équilibrer le poids de notre torse et de notre grosse tête directement au-dessus de nos hanches, notre colonne vertébrale a dû développer une série de courbes, une forme en S. Cette courbe en S est un chef-d'œuvre de compromis, mais c'est aussi un cauchemar structurel. Elle place une pression immense sur le bas du dos. Les maux de dos chroniques, une affection qui touche des milliards d'humains modernes, ne sont pas une maladie de la vie moderne. C'est le prix ancien que nous payons pour nous être tenus debout. Pour le clan d'Acha, ce prix était payé chaque jour. Zaro, l'un des plus vieux du clan, est l'incarnation de ce problème. Dans sa jeunesse, il était un guide fort et respecté. Maintenant, son dos est courbé par une douleur constante. Nous le voyons essayer de suivre le groupe alors qu'il se déplace vers une nouvelle source de nourriture. Chaque pas est une agonie. Il doit souvent s'arrêter, s'appuyant sur un bâton, le visage crispé par la douleur. Dans le monde brutal de la savane, être lent est dangereux. La bienveillance du clan est la seule chose qui le maintient en vie. Acha et les autres ralentissent pas, pour lui, partageant son fardeau. Mais sa douleur est un rappel constant que leur nouveau corps est imparfait et fragile. Le deuxième, et peut-être le plus profond des compromis, se trouve dans le bassin. Pour marcher efficacement sur 2 jambes, le bassin devait devenir plus étroit et plus en forme de bol pour soutenir les organes internes et fournir des points d'ancrage solides pour les muscles des jambes. C'était une solution brillante au problème de la locomotion. Mais cela a créé un nouveau problème terrible, un problème que les scientifiques appellent le dilemme obstétrical. Car le bassin d'une femelle n'est pas seulement pour la marche, c'est aussi le canal de naissance. Et alors que le bassin se rétrécissait pour une marche efficace, la tête de nos bébés devenait de plus en plus grosse à mesure que notre cerveau grandissait. Ce conflit direct entre un bassin étroit pour la marche et la nécessité d'un canal de naissance large pour un bébé à grosse tête a fait de l'accouchement humain l'un des événements les plus difficiles, les plus douloureux et les plus dangereux du règne animal. C'est un compromis évolutif qui a coûté la vie à d'innombrables mères et nourrissons tout au long de notre histoire. Nous voyons cette terrible réalité se jouer dans le clan d'Acha. Une jeune femme du groupe, Lina, entre en travail. Ce n'est pas un événement solitaire, c'est un événement social. Acha et les autres femmes du clan l'entourent, la soutenant, l'encourageant. Mais le travail est long et difficile. Le bébé est gros et le passage est étroit. Des heures se transforment en une journée. La peur est palpable. Lina est épuisée. Sa force s'évanouit. Le danger est réel. Dans le monde animal, un accouchement prolongé est une invitation au prédateur. Finalement, après une lutte terrible, le bébé naît enfin. Un cri de soulagement collectif parcourt le petit groupe. La mère et l'enfant ont survécu. Mais le souvenir de la douleur et du danger est un rappel brutal du prix que les femelles de leur espèce devaient maintenant payer pour la capacité de leur clan à marcher debout. Enfin, il y a le compromis de la vitesse et de la stabilité. Nos pieds sont des merveilles d'ingénierie, parfaitement adaptés pour absorber les chocs et nous propulser vers l'avant.
Mais ils sont aussi fragiles. Une simple entorse à la cheville, une blessure courante sur un terrain accidenté, pouvait être une condamnation à mort pour un de nos ancêtres. Incapable de suivre le groupe, un individu blessé aurait été une proie facile, laissé derrière. Et puis il y a la question de la vitesse pure. Nous sommes d'excellents marathoniens, mais de mauvais sprinteurs. Sur de longues distances, notre démarche économe en énergie peut épuiser presque n'importe quel autre animal. Mais dans une course explosive sur 100 mètres, nous sommes désespérément lents. Presque tous les prédateurs quadrupèdes de la savane, du lion au léopard en passant par la hyène, pouvaient nous tous nous distancer en un clin d'œil. Notre nouvelle posture nous a rendus efficaces, mais elle nous a aussi rendus lents. Les chasseurs du clan apprennent cette leçon à leurs dépens. Ils repèrent un jeune gnou qui s'est éloigné de son troupeau. C'est une opportunité rare. Ils commencent la poursuite. Ils sont coordonnés et endurants. Ils peuvent suivre l'animal pendant des heures. Mais l'animal, sentant le danger, sprint. Dans une explosion de vitesse pure, il disparaît à l'horizon, laissant les chasseurs haletants et vaincus. Ils ont l'endurance, mais ils n'ont pas la vitesse de pointe. Pour chasser avec succès, ils ne peuvent pas compter sur la vitesse. Ils doivent compter sur l'intelligence, la ruse et les outils. C'était donc le compromis. En échange du don des mains libres, nous avons renoncé à la vitesse, à la facilité de l'accouchement et à un dos sans douleur. À première vue, cela semble être un mauvais marché. Mais l'évolution ne pense pas en termes de confort. Elle pense en termes de succès reproductif. Et les avantages des mains libres étaient si profonds, si révolutionnaires, qu'ils l'emportaient de loin sur tous les coups. Car les mains libres n'étaient pas seulement destinées à porter de la nourriture ou des bébés. Elles étaient destinées à devenir les instruments de l'esprit. Elles étaient destinées à saisir des bâtons pour creuser, à lancer des pierres pour se défendre et finalement à façonner une pierre contre une autre pour créer le premier outil. Et c'est cette étape, la création délibérée d'outils, qui allait déclencher la prochaine grande phase de l'évolution humaine. Elle allait alimenter une boucle de rétroaction qui rendrait nos cerveaux plus gros, nos outils meilleurs, et notre emprise sur le monde plus forte. La bipédie n'était pas la destination finale de notre voyage évolutif. C'était la porte d'entrée. C'était l'adaptation clé qui a ouvert la possibilité de tout ce qui allait suivre. Le premier pas maladroit d'achat sur le sol de la savane a été le moment où notre lignée a quitté le chemin de l'animalité pour s'engager sur le chemin qui mènerait, un jour, à l'humanité. La bipédie n'était pas la destination finale de notre voyage. C'était la porte d'entrée. C'était l'adaptation clé qui a ouvert la possibilité de tout ce qui allait suivre. En se levant, nos ancêtres ont payé un prix douloureux en termes de vitesse et de confort. Mais ils ont reçu un cadeau d'une valeur inestimable, des mains libres. Et ces mains, libérées de la charge de la marche, allaient devenir les instruments de l'esprit, les outils qui allaient nous permettre de passer de proies effrayées à maîtres de la planète. Cette transition n'a pas été instantanée. Pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres comme Acha ont utilisé leurs mains de manière simple. Ils portaient de la nourriture, des bébés, et parfois, ils ramassaient une pierre ou un bâton pour se défendre. C'était l'âge de l'outil trouvé. Mais un changement fondamental était sur le point de se produire, un saut cognitif qui allait nous séparer de tous les autres animaux pour toujours. C'était le passage de l'utilisation d'un objet trouvé à la fabrication, délibérée d'un outil. C'est le début de la technologie. Cette innovation a créé une boucle de rétroaction, un cercle vertueux qui a alimenté notre propre évolution. Des mains libres permettaient d'utiliser des outils. L'utilisation d'outils, en particulier pour dépecer des carcasses et accéder à de la viande et de la moelle riche en énergie, a fourni le carburant nécessaire à un organe très coûteux, le cerveau. Et un cerveau plus gros et plus complexe était capable d'imaginer et de fabriquer des outils encore meilleurs. Mains, outils, cerveau. C'est la sainte trinité de l'évolution humaine. Et tout a commencé avec la première pierre taillée. Les premiers outils en pierre, appelés outils Oldowayens, apparaissent dans les archives archéologiques il y a environ 2,6 millions d'années. Ils sont associés à une nouvelle espèce, Homo habilis, l'homme habile. Ces outils ne sont pas beaux. Ce sont de simples galets de rivière,
auxquels on a enlevé quelques éclats pour créer un bord tranchant. Mais ils sont l'une des inventions les plus importantes de l'histoire de la vie. Un simple éclat de silex est plus tranchant qu'une dent de lion, plus efficace qu'une griffe d'ours. Il a ouvert un tout nouveau monde de nourriture pour nos ancêtres et a mis notre lignée sur la voie rapide de la croissance cérébrale. Pour comprendre ce saut quantique, nous devons avancer dans le temps. Laissons Asha et son monde derrière nous et voyageons plusieurs centaines de milliers d'années dans le futur. Nous rencontrons ses lointains descendants. Ce ne sont plus des Australopithecus. Ils sont les premiers membres de notre propre genre, Homo. Et nous allons rencontrer l'une d'entre eux, une jeune femelle nommée Kaya. Le monde de Kaya est toujours la savane, mais elle et son clan sont différents. Ils sont plus grands qu'Asha. Leur démarche est plus confiante, plus efficace. Ils passent donc presque tout leur temps au sol. Les arbres ne sont plus un refuge, mais une simple ressource. Et surtout, ils ont un secret, une compétence transmise de génération en génération qui leur donne un avantage sur tous les autres habitants de la savane. Nous voyons Kaya et son petit groupe se déplacer dans les plaines. Ils ne cherchent pas des fruits, ils cherchent la mort. Ils scrutent l'horizon, non pas à la recherche de prédateurs, mais à la recherche des signes d'une chasse réussie par un prédateur. Ils voient un vol de vautours tournant dans le ciel. C'est le signal. Ils se dirigent vers l'endroit, se déplaçant avec une nouvelle confiance. Ils trouvent ce qu'ils cherchaient. La carcasse fraîche d'un grand zèbre, abattu par un félin à dents de sabre. Le grand prédateur a mangé à sa faim et s'est retiré pour se reposer à l'ombre. C'est une opportunité. Mais la carcasse est un coffre-fort. La peau d'un zèbre est incroyablement épaisse et résistante. Les dents et les ongles de nos ancêtres sont inutiles contre elle. C'est là que la nouvelle technologie de Kaya entre en jeu. Elle n'attend pas de trouver une pierre tranchante par hasard. Elle est préparée. Elle ouvre une bourse en peau qu'elle porte et en sort ses outils. Un gros galet de rivière arrondi, son marteau et un autre nodule de roche, dure et vitreuse, son noyau. Les autres membres du groupe montent la garde, observant nerveusement le prédateur qui se repose. Kaya, elle, est complètement concentrée. Elle s'accroupit, place le noyau sur une grosse pierre plate, et avec son marteau, elle frappe le bord avec un angle précis et une force contrôlée. Le son, un clac, sec et fort, est le son de la naissance de la technologie. Un éclat fin et tranchant comme un rasoir se détache du noyau. Elle le ramasse. C'est l'outil parfait. Elle s'approche de la carcasse et, avec son nouvel éclat, elle fait la première incision. La peau résistante se déchire comme du tissu. En quelques minutes, elle a ouvert la carcasse, exposant la riche viande rouge en dessous. Les autres membres du clan se joignent à elle, utilisant leurs propres éclats pour découper rapidement des morceaux de viande. Ils travaillent vite. C'est une course contre la montre avant que le prédateur ne décide de revenir réclamer son dû. Mais la viande n'est pas le plus grand prix. Le plus grand prix est à l'intérieur des os. Kaya prend le noyau lourd et usé, son chopper, et avec plusieurs coups puissants, elle brise l'un des os longs de la patte du zèbre. Elle expose le trésor à l'intérieur, la moelle. La moelle osseuse est l'un des aliments les plus riches en calories et en nutriments de la nature. C'est presque de la pure énergie. Et c'est une source de nourriture que presque aucun autre animal ne peut atteindre. Les lions ne peuvent pas briser ces os. Les hyènes le peuvent, mais seulement après un long effort. Avec leurs simples outils en pierre, nos ancêtres ont débloqué un garde-manger secret, une source de nourriture à haute énergie qui allait changer leur destin. Ils repartent, emportant avec eux non pas de petits morceaux de fruits, mais de grandes plaques de viande et des os lourds remplis de moelle. Dans la sécurité de leur camp, ils mangeront ce repas riche en protéines et en graisses. Et ce repas fera quelque chose de miraculeux. Il nourrira leur cerveau. Le cerveau humain est un organe incroyablement gourmand en énergie. Il ne représente que 2% de notre poids corporel, mais il consomme plus de 20% de notre énergie. Pour qu'un cerveau puisse grossir au fil de l'évolution, il a besoin d'une chose par-dessus tout, une alimentation riche en calories de haute qualité.
Le régime à base de plantes de nos ancêtres primates ne pouvait tout simplement pas fournir assez d'énergie. En devenant des charognards efficaces, en utilisant des outils pour accéder à la viande et à la moelle, l'espèce de Kaya a trouvé le carburant nécessaire pour la plus grande expansion cérébrale de l'histoire de la vie. Kaya et son peuple ne le savaient pas. Ils savaient non seulement que leurs nouvelles compétences leur permettaient de survivre et de prospérer dans un monde dangereux. Ils savaient que cela leur donnait un avantage. Mais de génération en génération, ce nouvel apport d'énergie a favorisé les individus dotés de cerveaux légèrement plus grands, légèrement plus complexes. Des cerveaux capables de fabriquer des outils encore meilleurs, de développer des stratégies sociales plus complexes et de mieux communiquer. La boucle de rétroaction était en marche. Le voyage qui avait commencé avec le premier pas hésitant d'Asha avait maintenant mené à la première étincelle d'ingéniosité de Kaya. La combinaison d'une marche bipède, de mains libres et d'un esprit capable de fabriquer des outils était la formule gagnante, la recette de l'humanité. Le chemin vers Homo erectus, vers les Néandertaliens et finalement vers nous était maintenant ouvert. Le voyage pour devenir pleinement humain venait de commencer pour de bon. La boucle de rétroaction était en marche. Le voyage qui avait commencé avec le premier pas hésitant d'Asha avait maintenant mené à la première étincelle d'ingéniosité de Kaya. La combinaison d'une marche bipède, de mains libres et d'un esprit capable de fabriquer des outils était la formule gagnante, la recette de l'humanité. Le chemin vers Homo erectus, vers les Néandertaliens et finalement vers nous était maintenant ouvert. Le voyage pour devenir pleinement humain venait de commencer pour de bon. Pendant les 2 millions d'années qui ont suivi, ce cycle s'est répété, encore et encore. À chaque génération, les individus dotés de cerveaux légèrement plus gros ou de mains légèrement plus habiles avaient un petit avantage. Ils fabriquaient de meilleurs outils, ils obtenaient plus de nourriture. Ils avaient plus d'enfants qui survivaient pour transmettre ces mêmes traits. C'était une course aux armements évolutives, mais pour la première fois, nous étions en compétition contre nous-mêmes, chaque génération s'appuyant sur les succès de la précédente. Cette course a mené à Homo erectus, l'homme droit. C'était la première espèce de nos ancêtres à quitter l'Afrique, à se répandre à travers l'Asie et l'Europe. Et ils ont emporté avec eux un nouvel outil, un nouvel pouvoir, le feu. Le feu a changé la donne, leur permettant de survivre dans des climats froids, de se protéger des prédateurs, et surtout, de cuire leur nourriture. La cuisson a rendu la viande et les plantes plus faciles à digérer, débloquant encore plus d'énergie pour alimenter leur cerveau en pleine croissance. Plus tard, ce voyage a mené à la scission de notre famille. Une branche a donné naissance aux Néandertaliens en Europe, des chasseurs puissants et intelligents, parfaitement adaptés à l'âge de glace. Une autre branche, restée en Afrique, a continué sur un chemin différent, menant à une nouvelle espèce. Une espèce avec un corps plus léger, un visage plus plat, et un cerveau plus grand et plus complexe que tout ce que le monde avait jamais vu. Une espèce capable de créer de l'art, de la musique et des langages complexes. Cette espèce, c'était nous. Homo sapiens. Toute cette histoire incroyable, l'histoire de la conquête du feu, de la migration à travers le monde, de la naissance de l'art et de la conscience, tout cela n'a été possible que grâce à une seule adaptation fondamentale. Tout cela a été rendu possible par le simple acte de se lever. Pour comprendre l'héritage de ce moment, nous devons retourner une dernière fois dans le passé lointain. Retournons à Asha. Des années ont passé. Elle n'est plus la jeune mère effrayée. Elle est la matriarche de son clan. Elle se déplace à travers la savane, non plus avec la démarche instable d'une débutante, mais avec la foulée assurée et efficace d'une experte. Elle marche debout, son corps un témoignage vivant du succès de sa nouvelle façon de vivre. Regardez-la marcher. Son jeune enfant n'est plus accroché à son dos, mais marche à côté d'elle, ses petites jambes imitant le rythme de sa mère. Ses mains sont libres. Dans une main, elle porte un paquet de racines nutritives, de la nourriture pour sa famille. Dans l'autre, elle tient une pierre tranchante, un outil qu'elle a sélectionné,
un pouvoir qu'elle a appris à maîtriser. Elle n'est plus une simple proie, elle est une mère, une pourvoyeuse, une protectrice et une innovatrice. Elle est le modèle de tout ce qui allait suivre. Elle s'arrête et se dresse, regardant par-dessus les hautes herbes. Elle voit le danger au loin, bien avant qu'il ne la voie. Elle voit l'opportunité, un arbre fruitier solitaire, une nouvelle source de nourriture. Elle n'est plus piégée par le monde. Elle le comprend. Elle le façonne. Maintenant, regardez-la marcher à nouveau. Observez ce rythme ancien, ce balancement des bras, cette poussée du pied. Ce n'est pas un mouvement étranger, c'est votre mouvement. C'est le même rythme que vous voyez aujourd'hui dans une rue de ville animée, sur un sentier de montagne, dans un couloir de supermarché. La biomécanique de son pas est la biomécanique de notre pas. Son voyage ne s'est jamais terminé. Il est devenu notre voyage. Tout ce que nous avons jamais accompli en tant qu'espèce, nous le devons à ce premier pas. Tout ce que nous avons construit, nos maisons, nos villes, nos merveilles technologiques, nous l'avons construit avec les mains qui ont été libérées ce jour-là. Chaque outil que nous utilisons, du plus simple marteau au plus complexe des ordinateurs, est un descendant direct de cette première pierre tranchante, tenue dans une main libre. Chaque idée que nous avons, chaque poème que nous écrivons, chaque équation que nous résolvons, est pensée par un cerveau qui a été alimenté par la nourriture riche en énergie, que ses mains et ses outils ont rendu accessible. Notre capacité à coopérer, à planifier, à enseigner, tout cela a été amplifié et rendu nécessaire par les défis du nouveau monde que la bipédie nous a ouverts. Nous sommes les enfants de ce premier pas. Nous sommes les marcheurs. Notre histoire n'a pas commencé avec un grand cerveau, mais avec des pieds courageux. Elle n'a pas commencé par une pensée, mais par un acte. L'acte de se lever et de faire face à un monde dangereux et incertain. Non pas avec la force brute, mais avec la promesse de ce que des mains libres et un esprit curieux pourraient un jour accomplir. L'héritage d'Acha n'est pas écrit dans la pierre. Il est écrit dans chaque pas que nous faisons.